Alors, bonjour, bienvenue à tout le monde pour cette conférence sur les mises à jour sur la myasthénie grave. C'est le mois de la myasthénie grave au mois de juin, donc on est vraiment très heureux de présenter cette conférence-là avec deux incroyables conférencières. Je voudrais vous informer tout d'abord que c'est une conférence qui est bilingue. Si vous regardez à droite dans le bas de votre écran, vous avez un icône en forme de globe terrestre qui s'appelle Interprétation. Si vous voulez écouter la présentation en français, vous n'avez qu'à sélectionner French et vous allez entendre la présentation en français. Alors, bonne conférence tout le monde. Merci. Great. So as I said, we're very Excellent. Alors, nous sommes, comme je vous dis, très, très contents d'avoir avec nous le Dr. Vera Brill et le Dr. Carolina Barnett-Tapia. Et brièvement, je vais expliquer un petit peu la biographie de la Dr. Brill, qui nous a donné déjà un bon résumé. Elle est vraiment professeure de médecine à l'Université de Toronto en neurologie, aussi directrice de la section neuromusculaire de l'Université de Toronto et du réseau de santé universitaire de l'Université de Toronto. Elle dirige bien d'autres organismes de recherche. Elle a plusieurs activités de recherche. Je voulais mentionner que ses intérêts de recherche sont concentrés sur le diagnostic et le traitement fondé sur les preuves de la myasthénie grave, des polyneuropathies inflammatoires et de la polyneuropathie sensorimotrice diabétique, ce qui a conduit à la publication de plus de 330 articles de revues scientifiques. J'aimerais aussi vous présenter la Dr. Barnett Tapia, qui a aussi obtenu son diplôme de médecine au Chili. Elle a effectué son stage neuromusculaire au réseau universitaire de santé à Toronto. Elle a combiné cela avec un doctorat en épidémiologie clinique et en recherche sur les soins de santé à l'Université de Toronto. Elle est professeure adjointe au département de médecine et à l'Institut de politique de gestion et d'évaluation de la santé de l'Université de Toronto. Ses principaux intérêts de recherche sont les résultats centrés sur le patient et les préférences des patients en matière de traitement chez les patients atteints de troubles neuromusculaires et particulièrement pour la myasthénie grave. Elle a aussi reçu un financement de Dystrophie musculaire Canada pour ses travaux sur les préférences des patients en matière de traitement de la dystrophie musculaire. Si vous voulez regarder les anciens webinaires sur les myasthénie grave, je peux vous indiquer le lien dans le chat. Je vais le mettre tout simplement dans le chat. Et on va surveiller les questions-réponses, le secteur. Ajoutez toutes questions que vous pouvez avoir. Il y aura du temps pour certaines questions à la fin. Donc, je vais vous passer la parole à vous, Dr. Brill. Merci beaucoup de nous avoir démarré le tout. Merci pour cette présentation. I'm going to start with a very brief background on Et merci de m'avoir ramené à myasthenia. l'ordre. Je vais d'abord vous donner une petite toile de fond sur la myasthénie. C'est une maladie rare. Elle est considérée comme rare. Elle est chronique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment gérer, qu'il faut simplement gérer. Elle est très hétérogène d'un point de vue clinique. Ça peut varier beaucoup, les symptômes que vous avez, la gravité de ces symptômes et à quel point ça peut avoir un impact sur la vie des patients, ça change beaucoup. La myasthénie est la forme acquise, qui est la forme la plus courante. La forme acquise est due à la production d'anticorps anormaux contre les connexions des jonctions neuromusculaires où les nerfs se connectent aux muscles. Les anticorps sont surtout sur un récepteur, le récepteur de l'acétylcholine. Mais il y a aussi tout un sous-ensemble de personnes qui ont des anticorps aussi sur certains récepteurs spécifiques de tyrosine kinase dans certains muscles spécifiques et d'autres récepteurs beaucoup plus rares. On a 26 personnes par 100 000 comme prévalence de la myasthénie grave. Donc, 26 sur 100 000. Mais la prévalence augmente d'année en année et c'est parce que les gens vivent plus longtemps avec les traitements modernes et la régie, la façon moderne de gérer les patients. Maintenant, on est rendu à 2 points. L'incidence est de 2,3 par 100 000. Cette incidence n'a pas changé. C'est le nombre de nouveaux patients. Il y a des apparitions qui sont souvent chez les femmes plus jeunes et chez les hommes plus âgés. Harry Briner a publié cela en 2016. C'est les jeunes femmes et les hommes plus âgés.
c'est pour l'apparition. Voici les chiffres, comment ça se compare à certains chiffres dans le monde. C'est très semblable. Vous avez des chiffres par million, d'autres, c'est un peu plus comme incidence et prévalence, et c'est probablement relié au manque de caractérisation. Voici une cellule nerveuse. Ça, c'est une terminaison qui entre dans une fibre musculaire, et la fibre musculaire sont tous en créneau comme ceci. Et ça, ce sont des récepteurs à l'acétylcholine. Le nerf libère de l'acétylcholine qui passe à travers les synapses et réagit avec les récepteurs de l'acétylcholine pour former une activité qui va mener à une contraction de cette fibre musculaire à une force normale. Le MOSC aide à assembler ces jonctions et à assembler ces récepteurs d'acétylcholine, et le LRP et le LRP4-MOSC vont lier la grine et vont promouvoir l'agrégation de l'acétylcholine. On en découvre de plus en plus sur la structure et la fonction normale de cette structure à mesure que le temps avance. Alors, l'anticorps principal, c'est l'anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine, et l'anticorps interfère avec la façon dont les nerfs communiquent avec les muscles de 3 façons. D'abord, ça bloque le récepteur. Voici l'anticorps qui entre et ça bloque le récepteur. Donc, il ne peut pas réagir à l'acétylcholine et faire contracter le muscle. L'anticorps peut aussi faire un croisement entre les différents récepteurs, et cette structure anormale est internalisée et brisée à l'intérieur des cellules de la fibre musculaire, où l'anticorps peut activer du complément qui fait partie de notre système immunitaire, ce qui mène à une destruction des membranes, attaque avec, et puis ça peut interagir avec l'anticorps et le récepteur, et ça mène à cette simplification de la membrane de la fibre musculaire et la dispersion et la perte de récepteurs d'acétylcholine. Donc, il y a 3 façons que l'on connaît que les anticorps peuvent faire ce travail. Il y a des endroits où ça peut attaquer. Il y a cette activité anormale, ça se produit dans l'espace, le synapse entre le nerf et le muscle, où on peut donner des médicaments qui vont ralentir le recyclage de l'acétylcholine, parce que c'est un beau système très compact où l'acétylcholine est repris, recapté et recyclé. Et ça, c'est par l'acétylcholinestérase. Si vous bloquez cette acétylcholinestérase, alors l'acétylcholine reste plus longtemps près des récepteurs, a plus de chances de réagir. On a aussi des thérapies chroniques, la prednisone et d'autres immunosuppresseurs à large spectre. Ils agissent ici sur les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui sont des composantes primaires de notre système immunitaire. Et on peut prendre le thymus, c'est là où nos lymphocytes T apprennent comment devenir anormaux. On peut enlever le thymus et on peut donner de l'IVG, de Plex, qui ont plusieurs actions dans l'ensemble du système immunitaire si on enlève le thymus. On peut donner des médicaments qui vont tuer les lymphocytes B, comme le rituximab. Et là, ce sont des thérapies plus spécifiques à mesure qu'on avance. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ça a été mis à jour dans les lignes directrices de consensus international, mais c'est vraiment ce qu'on veut ici. On veut que les patients peu de manifestations au niveau et pas de symptômes de limitation fonctionnelle. Ils auront peut-être une petite faiblesse à l'examen, mais rémission, ça veut dire aucun signe de symptômes, même s'ils ont une petite faiblesse de la fermeture des paupières. Et ça, c'est jusqu'au grade 1. Il y a quelques effets secondaires quelquefois reliés. Ça veut dire que quelquefois, il faut vérifier qu'il n'y a pas plus que des symptômes légers. Ça, c'est ce qu'on veut avoir, pas beaucoup d'effets secondaires. Et je vais laisser la Dr Barnett nous faire savoir comment ça va, à quel point ça peut aider et pourquoi on a dû faire avancer, comment on a avancé dans notre compréhension et comment on doit traiter au point de vue pédiatrique aussi. Le traitement dépend de la classification du statut d'anticorps et de l'âge de la personne. Essentiellement, il y a des formes congénitales qui ne répondent pas bien aux thérapies immunitaires. On les
traite avec des médications systématiques, c'est-à-dire l'acétylcholinestérase pour prolonger l'activité de l'acétylcholine. Si tumeur ou thymus ou une maladie généralisée, on va enlever le thymus, moduler le système avec des immunosuppresseurs, IVIG, des immunoglobulines à large spectre ou des échanges plasmatiques ou de l'immunoglobuline sous-cutanée. Et ça, c'est pour les crises ou avant la chirurgie, pour ceux qui ne répondent pas aux autres traitements. Et ensuite, on donne des médicaments spécifiques aux. Maintenant, les traitements actuels sont montrés ici. Juste pour vous montrer notre spectre, on a les traitements d'immunomodulation ici en bas, les trois du bas, et on a tous les autres. Les stéroïdes, les corticostéroïdes fonctionnent peut-être pendant 2 semaines, mais peut-être jusqu'à 12 semaines. Il faut essayer avant de s'assurer que ça ne marche pas. On essaye au moins jusqu'à 12 semaines. Mais tous ces autres agents peuvent fonctionner assez de façon précoce, mais ça prend environ 1 an avant qu'on puisse être sûr que ça ne marche pas. Alors, d'habitude, on essaie de ne pas faire beaucoup de médicaments multiples au début, parce que si vous faites beaucoup de médicaments, vous ajoutez au fardeau des effets secondaires. Mais ça, tout ça sont non spécifiques, c'est de l'immunosuppression générale ou de la modulation immunitaire générale. On a regardé l'immunoglobuline sous-cutanée pour la myasthénie. C'est un projet de recherche dirigé par le docteur Alcom Tara, un fellow du Brésil. Et on a trouvé que la sous-cutanée, l'immunoglobuline IVIG, c'était bon. Alors, ça a été l'événement. Les gens n'étaient plus obligés de venir à notre unité à toutes les 4 semaines pour avoir une thérapie à l'immunoglobuline intraveineuse. Et ça montre des pré-scores et des post-scores de différentes mesures ici qui ont été mesurées par le Dr. Barnett et qui montrent que les patients ont amélioré leur situation et l'amélioration a été maintenue s'ils ont passé de l'IVIG à intraveineux ou au sous-cutané. Rituximab existe depuis un certain temps. Ça attaque les lymphocytes B, ça appauvrit les lymphocytes B. Le problème, c'est que à mesure qu'on en apprend davantage sur la myasthénie, on apprend qu'il y a différentes lymphocytes, différentes cellules du système immunitaire qui peuvent jouer un plus grand rôle ou un plus petit rôle quelquefois dans différents types de myasthénie. Alors, la myasthénie MOSC, comme on l'appelle, très bon taux de réponse au rituximab en particulier. C'est un anticorps. 58 sont arrivés à des manifestations minimales. Ça veut dire presque pas de problèmes cliniques dus à la myasthénie. Une étude sur les patients positifs aux récepteurs de l'acétylcholine n'ont pas montré de bénéfices avec les économies de stéroïdes ou d'autres mesures. Il y a d'autres études qui sont rétrospectives, qui ne sont pas aussi fortes que l'étude TOP, qui ne sont pas assez puissantes, mais qui tendent à suggérer que les gens s'amélioreraient. Mais on sait qu'environ 1/3 des patients pourront s'améliorer, mais ça peut être très difficile d'atteindre cela. Alors, le lymphocyte B joue un rôle peut-être plus chez certaines personnes que d'autres. Cependant, il y a eu une étude intéressante provenant de la Suède, il n'y a pas très longtemps, par Browner, et eux, ils ont dit que si on commence à traiter les patients plus jeunes, alors la myasthénie, qui ont la myasthénie généralisée, mais qui ont eu un récent diagnostic, ils sont arrivés à un temps plus court, ça a été plus vite vers la rémission si on les traite plus jeunes. Alors, plus le chiffre est élevé dans la courbe, plus ça veut dire que le résultat a été bon. Et ça a montré une bonne réponse au rituximab. Je dois dire que c'était une étude à étiquette ouverte, rétrospective. Ce n'est pas les preuves les plus fortes. Et il faut qu'il y ait des meilleurs essais pour vérifier ce genre de données, parce que ce n'est pas encore largement accepté. On montrait un décor réfractaire ici, une myasthénie grave réfractaire. À part ça, rituximab a plusieurs effets secondaires qui ne sont pas souvent mentionnés, mais les réactions à l'infusion peuvent se produire avec le rituximab. Et bien sûr, à l'immunoglobuline, à l'IVG aussi. Toute infusion peut causer des réactions à l'infusion, mais il y a d'autres choses comme les maux de tête qui ont des interférences avec le système. Quand vous jouez sur le système immunitaire, vous avez plus de maux de tête. Possibilité d'infection qui soit exacerbée parce que vous supprimez le système immunitaire. Parce que ce système est là pour attaquer les infections aussi. Alors, il y a toujours le risque d'avoir plus d'infections. Vous avez le risque
quand on donne la vaccination, ça peut causer des risques. Si vous donnez un vaccin alors que vous avez supprimé le système qui est supposé réagir, qu'est-ce qui va se produire? Même chose avec les cancers. Il y a un risque qu'on va supprimer les cellules qui détectent le cancer. Il y a un taux de décès associé au rituximab. Avec la thérapie rituximab, il y a un taux de décès. Et il y a différents symptômes neurologiques qui ne sont pas très bons, qui sont associés avec le rituximab. Ils sont rares, mais ils peuvent se produire. Qu'en est-il des nouveaux traitements? Et c'est pourquoi la myasthénie, tout le monde est emballé maintenant. Il y a du nouveau. Je vais vous montrer des données, mais je n'insisterai pas, mais vous allez voir que tous ces médicaments ici Eculizumab has been sont approved. très récents. Atalizumab a été approuvé pour les gens qui sont généralisés à l'anticholésyréate. Ça a été approuvé en Europe, et au Canada, aux États-Unis, au Japon. Has been approved by the FDA. Le Vanticumab a été approuvé par les FDA simplement en décembre dernier. Il y a une demande qui est faite à Santé Canada et pour l'Agence européenne. C'est un inhibiteur des récepteurs de l'acétylcholine. Eculizumab, c'est un inhibiteur complémentaire. Et ensuite, vous avez un autre inhibiteur complémentaire qui a été utilisé dans des essais, un autre ici, et le rosanolixizumab, un autre inhibiteur qui a terminé sa phase 3 avec des résultats positifs. Ils vont maintenant faire des soumissions d'approbation. Les autres sont encore en essai. Alors, souvenez-vous ici, je vous ai mentionné le complément qui mène à des dommages à la jonction neuromusculaire à cause des dépositionnements, l'aplatissemement de la membrane musculaire. Ici, si on bloque hein, par un inhibiteur du complément, ce qui se passe, c'est que vous bloquez cette trajectoire pour la déposition du complément aux jonctions neuromusculaires. Et ça, c'est une étude qui a été faite contre placebo avec eculizumab. Et ça a été changé dans une des mesures de la myasthénie sur les activités de la vie quotidienne. Ça a connu une amélioration dans les deux groupes parce qu'on a toujours un effet placebo, mais ça s'est amélioré beaucoup plus chez ceux qui avaient le traitement. Et dans l'extension avec étiquette ouverte, on a vu que cette amélioration a été maintenue. Et ceux qui ont passé du placebo à eculizumab ont aussi amélioré leur situation. Alors, ça a mené à la capacité de faire approuver l'éculizumab. Ça, c'est pour vous montrer que si vous augmentez la quantité d'amélioration qu'il faut avoir avec le temps, à mesure qu'on mesure ça avec le temps, on a de plus en plus de gens qui vont répondre. Et ces patients se sont améliorés avec le placebo, mais se sont améliorés encore plus avec l'éculizumab et avec étiquette ouverte, ça a continué à s'améliorer. Et les manifestations minimales, les gens qui ont un statut minimal ont augmenté avec le temps, ce qui est beau. Le médicament était bien toléré. Il y a un risque de méningite avec les inhibiteurs du complément. Alors, les patients devaient être vaccinés contre ça. C'est ce qu'on a fait. Et essentiellement, il n'y a pas eu de signaux de danger ou de manque d'innocuité pour ce qui est des inhibiteurs du complément. Le ravulizumab, c'est un autre inhibiteur du complément, mais c'est sous-cutané en dose non, pardon, excusez, c'est intraveineux et c'est en expérimentation actuellement, donc on ne sait pas ce que ça va faire, mais il y a eu certaine efficacité qui a été montrée. Le ravulizumab a produit davantage d'améliorations dans les activités de la vie quotidienne et aussi pour le QMG, qualité de vie, c'est une autre mesure de la myasthénie. Et comme l'éculizumab, l'innocuité ou la sécurité, les effets secondaires, pardon, étaient les mêmes entre les deux groupes, sans une grosse augmentation des signaux. Maux de tête, méningite, ce sont les problèmes qu'il faut surveiller de près. Ça, c'est sur les inhibiteurs du complément. Les inhibiteurs des récepteurs travaillent à un niveau plus élevé dans le système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les molécules d'immunoglobuline IgG? Ce sont des molécules qui circulent dans notre système. Elles sont absorbées par les cellules. Elles se combinent avec ces récepteurs FC. Les récepteurs FC agissent comme un tampon et les récepteurs FC vont prendre ces anticorps et les ramener à la surface et les libérer. Alors, ça prolonge la vie, la durée de vie des molécules d'anticorps. Ceux qui sont absorbés par les récepteurs FC sont amenés
dans un lysosome, ils sont brisés et dégradés. Si vous inhibez cela, si vous donnez un inhibiteur de récepteur FC qui inhibe cette combinaison des récepteurs FC avec les anticorps ne peuvent pas se lier au récepteur FC, alors ils sont amenés au lysosome et dégradés. Et c'est une façon qui fait baisser le niveau des anticorps anormaux, mais qui aussi fait baisser tout le niveau des anticorps d'environ 7 l'efgartigimod, qui est approuvé aux États-Unis puis qui est en train d'être approuvé ailleurs, ça a été étudié dans l'essai ADAPT. C'est intraveineux, c'est un traitement intraveineux, l'efgartigimod. Et l'amélioration a été fondée sur ceux qui ont été traités faiblement pendant 4 semaines avec cet traitement intraveineux et 67 se sont améliorés avec le médicament comparé à 30 seulement. Pour la qualité de vie, encore une fois, il y a beaucoup plus d'amélioration que dans les gens qui avaient un placebo. Ça montre ici l'amélioration, si vous remarquez, le degré d'amélioration qu'il faut avoir. Alors, si c'est seulement 2 points, voici combien de personnes se sont améliorées. Il y a des gens qui sont améliorés dans le placebo, mais si vous allez à 6 points, une amélioration de 6 points sur le score, on voit la différence entre ceux qui sont sur le placebo et ceux qui sont sur le médicament est beaucoup plus importante. Même chose avec une autre échelle de qualité de vie. Et l'expression minimale des symptômes, c'est ça qu'on veut atteindre chez les patients, a été beaucoup plus élevée que chez les patients qui avaient le médicament par rapport à ceux qui avaient le placebo. Et ici aussi, le profil d'innocuité était bon. Et même chose, les effets secondaires étaient semblables entre le groupe qui avait le médicament et le groupe qui a reçu le placebo. Le rosanolixizumab, c'est aussi un inhibiteur des récepteurs FC, mais il est donné de façon sous-cutanée. Ce médicament a complété la phase 3 et il y a eu des résultats positifs dans les études de phase 3 qui ont été annoncés en décembre 2021. Et les patients étaient soit sur 10 mg ou 7 mg par kilo ou sur un placebo et ils ont été traités ici à des traitements toutes les 6 semaines, puis ils sont passés en période d'observation et on pouvait les retraiter. Ici, vous avez les activités de la vie quotidienne dans les 2 groupes. On voit que ça a fait baisser, ça a amélioré les activités de la vie quotidienne par rapport aux patients qui étaient sur un placebo. Ça a beaucoup amélioré les activités de la vie quotidienne. Et la combinaison pour la mesure composite sur la BCL gravis montre la même chose. La mesure composite, donc, montre la même chose. Et les scores quantitatifs de myasthénie grave montrent la même chose. Les 2 groupes se sont améliorés par rapport au bras placebo. Donc, l'amélioration au jour 43 était très significative d'un point de vue statistique. Donc, c'est des médicaments qui sont cliniquement significatifs et les niveaux d'IgG ont été diminués davantage qu'avec le placebo et le niveau des anticorps anormaux a aussi été réduit. Les événements de non-sécurité, il y a eu plus d'événements de sécurité avec le médicament que si on n'avait pas le médicament, mais quand même, c'est comparable. Un des problèmes, c'est des maux de tête. Quand on joue sur le système immunitaire, on a souvent des maux de tête. Et il y avait plus de maux de tête chez les gens qui prenaient le médicament. Mais 45 sur le 7 mg et 37 chez ceux, pardon, 19 chez ceux qui prenaient le placebo. C'est quand même des maux légers qui peuvent être gérés avec des traitements comme l'acétaminophène. Coplan is Le zilucoplan, maintenant, c'est un inhibiteur du complément. C'est encore sous étude et voici le schéma expérimental de l'étude. C'est l'essai RAISE et ça montre qu'il y a une chute du côté des activités quotidiennes ou des problèmes dans les activités de la vie quotidienne. Ça a été publié simplement au mois de mai à la conférence internationale. Ce sont des résultats précoces qui montrent une séparation entre le bras placebo et le bras sous médicament. Et l'innocuité aussi est comparable entre les 2 bras. Alors, ces nouveaux médicaments, ces inhibiteurs du complément et ces inhibiteurs du récepteur FC semblent assez sûrs et certains d'entre eux même sont intraveineux, mais il y a plus de développement de plus en plus des sous-cutanés aussi. Une des choses qui sont excitantes ici comme innovation, c'est la thérapie CART. L'autre, la CAR-T et la CART avec 2 A. Alors ça, c'est de la médecine cancer où vous prenez des lymphocytes
d'un patient, vous les récoltez, vous les sortez du corps, vous les modifiez pour qu'elles puissent reconnaître les cellules cancéreuses. Ensuite, on les réinfuse et on espère que ces lymphocytes modifiés vont aller attaquer les cellules cancéreuses et ils travaillent là-dessus aussi pour la myasthénie en espérant qu'on pourra attaquer les anticorps anormaux. Et ça vient de MOSC, c'est-à-dire qu'on donne un auto-antigène et qui soit spécifique à l'auto-anticorps, le MOSC. Ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie CART. Ça, c'est excitant comme développement pour l'avenir. Ce dont je n'ai pas parlé ici, c'est une greffe de moelle osseuse parce que c'est très rare, très agressif, mais on a signalé quand même que ça donne des taux de rémission à long terme pour la myasthénie gravis, ces greffes de moelle osseuse, mais ce n'est pas facile. C'est pas une thérapie régulière qu'on pourrait utiliser de façon routinière encore. Alors, les options de traitement pour la myasthénie grave se sont beaucoup élargies au cours des dernières années. On va intégrer les traitements à chaque patient, les individualiser. Les immunothérapies novatrices sont en train de changer complètement notre approche au traitement et notre paysage de traitement. Ce qu'on doit faire probablement avec d'autres thérapies, c'est d'avoir agir plus tôt pour éteindre la maladie. Si on peut éliminer les anticorps plus rapidement, ça pourrait être un traitement curatif, même si je n'en suis pas sûr. Alors, merci. Je suis arrivé à la fin de ma présentation. Great. Thank you so much, Dr. Merci beaucoup, Dr. Brill. Et maintenant, nous allons passer à la Dr. Barnett Tapia. D'accord. Alors, je vais commencer à partager mon écran. Je vais arrêter de partager le mien. Très patient dans le traitement de la myasthénie grave. Est-ce que vous pouvez tous voir? Vous m'entendez aussi? Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à faire partie de ce webinaire. Et merci à la Distribution musculaire Canada pour avoir financé la recherche sur les patients. Et je vais vous expliquer comment on fait ça et les choses sur lesquelles on travaille. Je vais parler d'abord un petit peu de ce qu'on a appris, de ce que les patients nous disent. Voici mes divulgations pour ce qui est de mes relations avec certaines entités commerciales. Alors, comme le Dr. Brill l'a dit, les avancées dans la myasthénie grave ont été incroyables au fil des âges. Ce n'est pas la même maladie que c'est maintenant que ça l'était. Dans les années 90, c'est vraiment différent maintenant. Voici un vieux graphe qui est déjà un peu vieilli, d'un article qui est assez ancien. Ça montre comment l'histoire naturelle de la myasthénie a changé. Ici, en bas, vous avez l'année. Voyez-vous, ça, c'est au début des années 1900 où la mortalité était près de 100 non grave, ça veut dire que c'est une maladie grave. Et c'est parce que seuls les patients les plus sévères étaient diagnostiqués, c'est une des raisons, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de traitement en 1900. Maintenant, on a eu des avancées en médecine et on a développé l'intubation, la trachéotomie, les ventilateurs en 1929, en 1934, la néostigmine qui était un précurseur de la pristigmine, d'autres médicaments, la thymectomie aussi, l'ablation du thymus a commencé à se faire à la fin des années 30. Et, amélioration dans la ventilation, utilisation de stéroïdes, échanges plasmatiques, etc. Voyez-vous, cette courbe de mortalité a diminué de façon spectaculaire. Et maintenant, il y a moins de 10 c'est-à-dire que la majorité des patients maintenant ont un pronostic bien meilleur, un bon pronostic du côté de la myasthénie grave. On sait aussi qu'avec les traitements actuels, si vous regardez les différentes données de différents centres dans le monde, la plupart des patients s'améliorent. La majorité des patients vont avoir une amélioration avec le traitement. Environ 5 à 10 des patients ont ce qu'on appelle une myasthénie réfractaire. Ce sont des patients qui seront plus difficiles à traiter avec les traitements conventionnels. Cependant, malgré ces grandes avancées et tout ce qu'on a vu, comme le Dr. Brill l'a dit plus tôt, la plupart des patients ne sont pas guéris. Donc, les patients qui atteignent une rémission complète ou la maladie est complètement résorbée sans médicaments, c'est faible. Il y a juste 10 qui ont ça. La majorité des patients vont s'améliorer, avoir certains symptômes résiduels ou vont avoir besoin de médicaments chroniques de façon chronique. Alors, ce qu'on a appris plus récemment et ce qu'on fait avec d'autres groupes, c'est que même
Et quand on fait un beau travail, que les patients sont mieux contrôlés, plusieurs patients avec myasthénie, même avec le traitement, ont encore un fardeau de symptômes inacceptables, encore des symptômes qui affectent leur capacité de faire leurs activités de vie quotidienne et ça gêne leur qualité de vie. Mais ça serait mieux, c'est quand même mieux que s'ils avaient des limitations autres. Une chose qu'on regarde, c'est les états de symptômes acceptables pour les patients. Et beaucoup de recherches dans la littérature est motivée parce que les docteurs et les experts nous ont dit la médecine essaie d'avoir davantage maintenant les opinions des patients sur leur propre idée sur ce qui est important pour eux. Ça veut dire simplement demander aux patients s'ils sont corrects avec l'état actuel de leur maladie. On pose des questions qui ont été validées. On dit, si vous deviez rester avec un degré semblable de symptômes de myasthénie pendant un avenir prévisible, est-ce que vous considérez ça comme acceptable? C'est pas très sophistiqué, c'est des estimations. Et peu importe où on commence. Maintenant, comment, ça s'appelle les états de symptômes acceptables par les patients. Là. On appelle ça PACE. Et on appelle ça de différentes façons. Voici, on leur posait cette question avec 120 patients et avec différents degrés de sévérité. Voici nos questions ici. Et essentiellement, presque 70 des patients considéraient que le statut était acceptable. Si vous pensez ça d'un autre point de vue, ça veut dire qu'environ 30 presque un tiers des patients ont dit que leur statut actuel n'était pas acceptable. Ils étaient insatisfaits, mécontents du statut de leur maladie. Ça, c'est pour les patients qui recevaient le traitement actif. Ce qu'on a trouvé, ce qui n'est pas surprenant, c'est que les patients qui acceptaient, qui disaient que c'était acceptable, avaient vraiment une moindre gravité de leur maladie, c'est-à-dire que moins de score sur n'importe quelle mesure de symptômes comme la fatigue, épuisement général et activité. Dans ce graphique, on voit qu'il y a un chevauchement. Il y a des patients qui ont dit que ça allait, leur état actuel. La plupart ont des scores plus faibles, mais certains, quand même s'ils ont des symptômes quand même, ils disaient qu'ils étaient contents de leur sort. Et d'autres, le contraire est vrai, des patients qui ont dit non, c'est inacceptable. Plusieurs parmi eux avaient une sévérité plus grave, mais certains étaient assez bien contrôlés pourtant, mais ils étaient encore mécontents. Alors, il faut se souvenir que les patients, c'est plus qu'une maladie. Il y a beaucoup de choses qui influencent la façon dont la maladie influence la vie des gens. Et les traitements en font partie, parce que tous nos traitements ont des facteurs négatifs, etc., constamment. Nous, on a fait beaucoup de chemin maintenant. On utilise maintenant ce concept sur le fardeau de la maladie dans différentes cohortes. Voici l'étude qui nous montre, c'est pas juste au Canada, c'est une belle grosse étude d'une cohorte suédoise où ils ont pu faire sonder environ 40 presque la moitié de toutes les personnes qui avaient la myasthénie grave en Suède. Une très grosse étude. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que presque 40 des patients avaient un niveau inacceptable de fardeau. Ça vient de l'éditorial qui dit est-ce qu'on est déjà arrivé au bout pour ce qui est d'avoir des bons résultats pour les gens qui ont la myasthénie grave? 40 avaient plus de 3 points sur l'échelle. Pour les autres patients ici, ce sont les gens qui ont trop de symptômes. Et la plupart des patients vont dire que c'est inacceptable parce qu'ils ont vraiment une trop grosse nombre de symptômes. Ils vont dire, oh, c'est des Suédois, c'est un gros registre. Il y a un gros registre aussi en Amérique. Ils ont plus de 2000 patients enregistrés. Mais ils ont vu aussi qu'il y a un gros fardeau de symptômes, même quand les patients sont traités. Alors, il y a des points communs dans différents pays, dans différentes cohortes. Les femmes qui ont la myasthénie tendent à avoir davantage de symptômes et une plus faible qualité de vie. On ne sait pas si c'est parce que la maladie affecte différemment les femmes ou peut-être que les médecins ne sont pas aussi agressifs pour traiter les femmes. Vous savez que la myasthénie, il y a souvent un pic chez les femmes jeunes qui sont en âge reproductif. Alors, est-ce qu'il pourrait avoir des biais dans les traitements? Mais on voit ça. Les femmes signalent moins bonne qualité de vie dans leurs symptômes que les hommes. Voici une autre étude pour vous montrer que non seulement du point de vue des cliniciens, mais du point de vue des patients, on voit où sont les lacunes dans la façon dont on comprend le fardeau de la myasthénie grave du point de vue du patient. Voici une étude qui a été faite par des patients et analysée par des patients. Si vous avez le temps de le lire, c'est vraiment une très belle étude qui a été dirigée par Nancy Law, qui était la PDG de la Fondation sur la myasthénie grave d'Amérique et qui est décédée récemment. Nancy Law. Et cette étude a interviewé plus de 100 patients
pour essayer de comprendre l'impact de la myasthénie grave dans leur vie. Et certaines des choses qu'ils ont constatées, n'importe quel patient va vous le confirmer d'ailleurs, et ils vont se sentir touchés, c'est que les choses que les médecins ne pensent pas souvent. D'abord, l'effet de vivre avec une maladie qui fluctue, qui est imprévisible. Alors, la myasthénie cause de la fatigue, de l'épuisement et de la fatigabilité. Les muscles, comme vous savez, deviennent plus faibles si les gens les utilisent plus longtemps. Et c'est aussi imprévisible. Quelquefois, les patients vont vraiment bien et sur un traitement, et quelquefois, les patients ont de la difficulté d'un jour à l'autre. Alors, les patients nous disent ça, on voit ça aussi dans la pratique clinique, que c'est difficile de planifier ta journée quand tu ne sais pas comment tu vas te sentir, plus forte ou plus faible dans l'après-midi ou dans la soirée ou demain. Cette imprévisibilité réduit aussi la qualité de vie. Et de la même étude, les patients disent qu'ils vivent dans un état d'adaptation constant. Il faut toujours faire des compromis entre ce qui est important, ce qui n'est pas important, qu'est-ce que je vais faire, comment je préserve mon énergie, est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire plus, dans quoi je devrais investir mes efforts. Plusieurs patients se disent aussi qu'ils ont souvent une certaine inertie au traitement. Ça veut dire que leurs fournisseurs de soins ne veulent pas changer de traitement quand ils sont stables depuis longtemps. Peut-être parce qu'ils ont peur des effets secondaires négatifs. Alors, ils sont souvent sous-traités. Plusieurs patients ont l'impression qu'ils ne sont pas assez traités. Et ils se sentent déconnectés du fournisseur de soins. Les choses qui sont importantes pour eux par rapport aux choses qui sont importantes pour le fournisseur de soins, c'est différent, ce n'est pas la même chose. Et tout ça mène à des problèmes de santé mentale, de la frustration, culpabilité, colère et dépression. Et dans la même étude, les patients ont identifié des besoins non rencontrés de leur point de vue, des besoins non satisfaits. Bien sûr, tout le monde voudrait un traitement curatif pour la AMG, mais il faudrait avoir une meilleure tolérabilité. Les profils d'effets secondaires est important. Il faudrait avoir plus d'options de traitement de la part des médecins, plus d'informations. Les patients veulent en savoir plus sur leur traitement et sur un accès plus large aussi. Beaucoup de traitements semblent être chers, difficiles à obtenir. L'accessibilité est donc un problème. Une meilleure compréhension de la part des fournisseurs de santé sur les objectifs de une meilleure connexion entre ce que les patients veulent et ce que les médecins veulent, une meilleure communication entre les deux. Alors, plus de technologie pour engager et éduquer les gens et du soutien psychologique. Il y a beaucoup de besoins, malgré toutes les avancées qu'on a eues, pour améliorer nos soins aux patients. Je ne vais pas regarder ça. C'est comme ça que je pense avec toutes les options de traitement pour la myasthénie quand j'enseigne à des résidents en neurologie. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que le Dr. Brill a résumé. Il y a plusieurs options de traitement maintenant. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Ce n'est pas une liste complète ici. Alors oui, on a des options de traitement pour la myasthénie grave. Et j'aime toujours me dire, ce serait quoi le médicament parfait? Si on avait un médicament qui était efficace à 100 ça veut dire on donne le médicament, ça traite tout, ça guérit. Et ça marche sur tout le monde aussi. Peu importe que vous êtes dans un sous-groupe, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes vieux, ça agit de la même façon chez tout le monde. Il n'y a absolument aucun effet secondaire. Et c'est abordable, facile à administrer. Ça serait le médicament parfait. On le traiterait avec tout le monde. On n'aurait pas besoin d'avoir toutes ces discussions. Mais ça n'existe pas, un médicament comme ça. Chaque intervention médicale, même si c'est des médicaments sans ordonnance, a des effets secondaires potentiels. Et il y a toujours cette difficulté de balancer l'idée de mettre les patients sous contrôle par rapport à la quantité d'effets secondaires que l'intervention peut avoir. Alors, quels sont comment on fait l'équilibre dans la myasthénie? Les symptômes, c'est la double vision, les paupières qui tombent, difficulté à avaler, difficulté à mastiquer, réduction de l'expression faciale. Souvent, plusieurs patients trouvent ça très, très stressant, pas d'expression faciale. Essoufflement, restriction des activités de la vie quotidienne, faible bras, faible jambe. D'autre côté, les traitements que nous avons ont aussi plusieurs augmente le risque d'infection, augmente le risque de cancer, diabète, tension artérielle, cataracte, etc., etc. Il y a toujours cet équilibre au traitement qu'on donne et le contrôle que les gens ont besoin sur leurs circonstances et leurs symptômes spécifiques. Voici un exemple, je l'ai inventé, celui-là, sur la façon dont les gens prennent leurs décisions. Par exemple, le patient se dit, on m'a offert tel médicament, mais ça va augmenter ma double vue, ça va me donner plus de force, je n'aurai pas besoin d'aller souvent à l'hôpital, j'aurai un meilleur contrôle de ma fatigue, c'est une seule pilule par jour et je vais être capable de mieux bouger. Cependant, on m'a dit qu'il est fort probable que je vais gagner du poids, il y a un risque d'infection grave, je devrais peut-être me surveiller pour le cancer à long terme et je dois faire des analyses sanguines périodiques, je vais peut-être perdre mes cheveux et ça coûte cher.
Alors, voir comment différentes personnes vont prendre des décisions différentes et tout ça. C'est qu'on pense ça du point de vue du patient, les décisions, quelquefois, en l'arrière. Chaque fois qu'on voit un patient, on essaie de penser c'est quoi le meilleur traitement pour ce patient. Et on fait toujours un équilibre. On essaie de faire une balance. Comme chaque décision dans la vie, particulièrement dans les médicaments, il y a cet équilibre. C'est ça qu'on essaie d'apprendre avec notre recherche. On veut comprendre comment les gens qui ont la myasthénie prennent leurs décisions de traitement. On veut voir comment les gens qui ont la myasthénie, qu'est-ce qui sont plus importants pour eux? Qu'est-ce qui a le plus de pondération? Quels symptômes sont plus tannants? Ou s'il y a des groupes de personnes où il y a des symptômes qui les ennuient davantage que d'autres? Quels sont les effets secondaires des traitements qui les inquiètent plus que d'autres? Et on peut aussi comparer ça avec ce que pensent les médecins, parce qu'on sait, d'après d'autres maladies, que les médecins et les patients voient les choses différemment souvent. Et on veut voir où sont ces écarts pour qu'on puisse améliorer la communication et partager la prise de décision. Je ne vais pas vous donner les détails de ceci, mais on fait ce qu'on appelle un squeeze choice experiment. C'est fondé sur des comportements économiques, c'est fondé par des économistes. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un préfère vraiment, il faut le forcer à choisir. Vous allez demander aux gens de faire des listes de choses. Ouais, j'aime ça, ouais, j'aime pas ça. Mais quand vous forcez quelqu'un à prendre une décision, c'est là où les gens montrent leur véritable préférence. Et c'est ça qu'on essaie de voir. Ce que les gens vont vraiment faire, ce que les gens vont vraiment préférer. Alors, le premier travail qu'on a fait, on a interviewé des patients qui ont la myasthénie, on a regardé un peu de littérature aussi là-dessus et on s'est concentré beaucoup pour comprendre les symptômes les plus ennuyeux, les plus dérangeants et les symptômes, les traitements et les buts du traitement. On essaie de répondre à des questions très, très spécifiques quant aux préférences dans cette expérience sur les préférences. Et ça ne devait pas surprendre personne parce que c'est ce qu'on a vu auparavant dans la littérature, mais les patients signalent tous les symptômes qu'on connaît avec l'anesthésie. Double vision. La double vision, c'est toujours un symptôme que les patients, ça les ennuie, ça les dérange beaucoup. Même si la double vision, ça ne menace pas la vie comparé à la difficulté de respirer, par exemple. Mais la double vision, donne beaucoup d'incapacité. Et ça revient souvent. C'est les choses qui dérangent le plus les gens, la double vision. Quand on regarde les événements secondaires indésirables, 90 c'est relié à l'essoufflement. Les patients n'aiment pas le gros gain de poids, le potentiel de chaude d'humeur ou non plus. Tout était presque relié à la prednisone, sauf pour la diarrhée qui est d'habitude causée plutôt par la pristigmine plutôt que par la prednisone. Les patients signalent des événements indésirables secondaires. Ils ne s'inquiètent pas trop des effets secondaires de la prednisone. Ils aimeraient réduire la dose de prednisone ou pas prendre de prednisone. L'autre traitement, ça serait de retourner à la normale, d'avoir aucun symptôme, prendre moins de pilules ou, si possible, d'avoir aucun symptôme, au moins avoir des symptômes minimaux. Voyez-vous, il y a toujours un équilibre à atteindre entre un meilleur contrôle de la maladie, mais aussi prendre moins de prednisone. Et la majorité des patients dans cette étude préféraient de prendre une pilule. S'ils pouvaient choisir, là, ils diraient qu'ils aimeraient prendre une pilule à la maison plutôt que d'être obligés d'aller à l'hôpital ou dans une clinique ambulatoire pour avoir ça ou d'être hospitalisé. Alors, ça, c'est ce qu'on veut étudier dans cette étude. Et on peut voir qu'on ne peut pas tout vous indiquer ici parce qu'il n'y a jamais assez d'espace pour qu'on pose toutes les questions qu'on veut poser. Mais voici les choses qu'on va étudier dans cette étude spécifique qu'on fait actuellement. Et ça, c'est un travail en cours. On est en train de créer des scénarios hypothétiques pour les patients. Les patients vont devoir choisir. On va faire varier certaines choses. Ce qui va être différent des scénarios, ça va être un nouveau médicament pour la myasthénie chez quelqu'un qui a des symptômes et qui prend déjà de la prednisone. Et son neurologue nous dit vous avez besoin d'un nouveau traitement. Donc, les options pour le nouveau traitement vont avoir différents niveaux d'efficacité pour contrôler la double vision, les paupières tombantes, difficultés dans l'efficacité, dans le contrôle de la respiration, la mastication pour avaler. Différents risques, la déglutition aussi, différents risques d'infection sévère. Ils vont avoir des efficacités différentes qui ne vont peut-être pas permettre de sortir de la prednisone. Avec certains traitements hypothétiques, les gens pourraient sortir de la prednisone avec différents niveaux de prednisone, peut-être diminuer la dose. Les médicaments peuvent être mis dans la bouche sous-cutanée ou par injection intraveineuse, ou on veut que les gens payent, mais on nous a permis de faire un calcul sur ce qu'on appelle est-ce que les gens sont prêts à payer. Alors, on a le droit de mettre des chiffres. Seriez-vous prêt à payer 100 de plus pour, disons, avoir à prendre 10 mg de moins de prednisone par jour? J'invente ça, là, ici. Ça nous permet de comparer les choses. Qu'est-ce que vous serez prêt à payer? Ça nous montre qu'est-ce qui est important pour les gens. Voici un exemple de notre expérience. Les patients vont avoir 12 scénarios. Ils vont devoir répondre, ils vont devoir prendre 12 décisions.
Alors, votre médecin vous offre deux options de traitement pour la myasthénie. Il y a le traitement A, le traitement B. Et vous pouvez voir ici, dans ce petit graphique, que chaque traitement a différentes caractéristiques. Il y en a un qui est meilleur pour contrôler les paupières que d'autres, les tensions des yeux. D'autres sont meilleurs pour contrôler les bras et les jambes. Un autre n'a pas besoin de prédnisone. L'autre, il va falloir prendre la prédnisone. Il y a différentes voies d'administration et différents coûts. Alors, les gens sont forcés de choisir. Il n'y a pas de scénario parfait ici. Hein? Les scénarios parfaits ne nous donnent pas de réponse, mais on force les gens à choisir avec ces scénarios imparfaits. Et ça va nous aider à évaluer quelles sont les choses les plus importantes pour les patients. Et vous allez peut-être dire, ah, comment pouvez-vous faire un commentaire individuel alors que les préférences sont individuelles? Comment pouvez-vous arriver à une conclusion générale? C'est vrai que chaque patient est individuel, mais ce qu'on veut trouver, c'est des patrons d'ensemble, des patterns d'ensemble pour comparer aussi. On veut comparer aussi ce que pensent les médecins et ce que pensent les patients. On veut avoir des groupes de personnes qui se comportent de la même façon. Par exemple, peut-être les femmes, disons, à l'âge fertile, ou ont une façon différente d'évaluer les choses par rapport à d'autres personnes plus âgées, d'autres femmes plus âgées ou par rapport aux hommes. Ça ne veut pas remplacer vos conversations individuelles avec vos médecins, ce n'est pas le but. Ah, là, les gens vont quand même parler à leur médecin. C'est juste pour savoir ce qui se passe ici dans leur cerveau, dans leurs préférences. Je pense qu'il me reste encore quelques minutes. Je vais faire jouer une vidéo. C'est un résumé pour les entrevues des patients, pour le questionnaire des médecins. J'espère que ça va bien se charger. Maintenant, supposons que vous traitez un patient qui a la myasthénie et il faut qu'il commence un nouveau médicament non stéroïdien pour la gestion à long terme de la maladie. You have two treatment options to choose Il y a from. trois traitements dont vous pouvez choisir. Le traitement A et le traitement B. Each option has different potential Chacune de benefits. ces deux a des bénéfices potentiels et des effets secondaires potentiels. Pour chaque scénario, on veut que vous choisissiez, cher médecin, quel traitement vous recommanderiez si le traitement qu'on décrit ici existait, en supposant qu'il existe. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions, cher médecin. Souvenez-vous que les 7 facteurs qu'on veut que vous pesiez dans votre cerveau sont les suivants. D'abord, l'efficacité pour améliorer les symptômes oculaires. 2, l'amélioration pour la déglutition, la parole et les problèmes de respiration, des déglutitions et de respiration. Troisièmement, efficacité pour améliorer les problèmes dans les bras, les jambes et le cou. Et 4, capacité de réduire la dose de prednisone. 5, le risque d'infection grave qui pourrait s'en suivre. 6, la voie d'administration. Et 7, le coût que ça coûterait de la poche des patients. Voyez-vous? Alors, bon, on a une autre vidéo pour les patients. C'est la même chose, mais ce n'est pas pour les médecins, c'est pour les patients, c'est la même chose. On va le passer par-dessus. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est prêt à lancer ça. La Fondation américaine de la myasthénie gravis a accepté d'envoyer ça à leur registre et on veut travailler avec d'autres groupes de patients pour avoir plus de répondants. On va avoir au moins 250 personnes de patients. On espère pouvoir lancer ce sondage à la fin de l'été. Alors, on espère avoir l'information sur ces 250 patients qu'on va interviewer. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Voici un exemple pour le cancer, par exemple. Oui, dans cette étude, on comparait les patients et les médecins sur le traitement du cancer. Vous pouvez voir qu'ils ont constaté des différences. Alors, les patients valorisaient des choses moins que les médecins. Alors, vous pouvez voir les choses qui étaient plus importantes par hiérarchie. C'est une des choses qu'on voulait apprendre, qu'on veut apprendre pour la myasthénie. Ça n'a pas été fait encore sur la myasthénie. On n'a pas ces données, on les a sur le cancer. Voici un autre exemple encore pour le cancer. Les patients étaient prêts à avoir risqué peut-être 30 de chance ou 40 de chance d'avoir de la diarrhée si le médicament pouvait augmenter leur survie de 18 Alors, on voudrait avoir le même genre de constatation pour la myasthénie avec des symptômes de myasthénie et des doses de médicaments contre la myasthénie. Ça, c'est important pour nous, médecins et cliniciens. On veut en savoir plus sur la façon dont les patients pensent à leur maladie et à leur traitement. Des choses auxquelles on ne pense peut-être pas. Ce qu'on veut, c'est améliorer la communication et que les gens prennent des décisions partagées, mais c'est utilisé aussi par les décideurs. Souvent, quand de nouveaux médicaments arrivent dans le pipeline et on doit prendre des décisions sur quels médicaments on va financer, ce genre de ça aide les payeurs, hein, les régies de médicaments quelconques. Là, bon,
si les patients voient ça d'un œil favorable, ça aide les compagnies pharmaceutiques aussi à comprendre sur quel domaine ils devraient se concentrer et peut-être pour développer des médicaments par une voie d'administration particulière ou avec moins d'effets secondaires. Et ça peut aider aussi pour les essais cliniques. Voilà, je crois que c'est ma dernière diapositive et je vais laisser du temps pour les questions. Je veux que que tout le monde maintenant, Jeannette et Dystrophie, je remercie beaucoup Dystrophie musculaire Canada parce que leur financement nous a beaucoup aidé et c'est très intéressé. Ils sont intéressés à notre recherche centrée sur les patients et tous ceux qui nous ont aidés à lancer cela, on les remercie énormément. Merci à vous deux de ces présentations. C'est vraiment en valeur de voir tout le travail qui est fait avec tous les nouveaux traitements. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour nous. Nous avons certaines questions dans le chat. La première question est: quelle information est nécessaire pour l'application pour le rituximab? Mon médecin m'a dit que je n'ai pas réussi sur les autres thérapies et l'application a été refusée. La demande a été refusée. Je vais répondre à celle-là. Je suis pas mal surprise, en fait. Ça varie d'une province à l'autre parce que la santé est administrée de province par province et c'est l'autorité provinciale qui détermine si ça va être financé ou pas. MOSC, en particulier, réagit bien à la rituximab. Je sais qu'en Ontario, vous pouvez obtenir du rituximab pour les patients qui ont le type MOSC assez facilement. Et c'est pour les patients positifs ésocomiennes qui ont plus de difficultés. Alors, je ne suis pas sûr là, si la personne qui pose la question où elle vit exactement, dans quelle province, mais différentes provinces ont différentes régies qui décident là-dessus. Et c'est une de mes choses qui mérite le plus parce que vous savez, je voudrais que 35 des gens pourraient répondre, même s'ils ont des anticorps contre les récepteurs de l'acétylcholine. Et c'est vraiment difficile d'obtenir le rituximab pour beaucoup de patients. Et on a des gens en Inde maintenant qui me disent qu'ils peuvent obtenir du rituximab pour un coût très faible en Inde. Je sais qu'en Scandinavie, le rituximab ne coûte pas très cher. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est si cher ici et que ça empêche son utilisation. J'ai aucune connaissance à l'interne de ces raisons sur tout ce processus. Mais une de mes patientes m'a dit: pensez-vous que je devrais prendre du rituximab parce que je vais aller à quelque part où je peux l'avoir? Ils vont aller dans un autre pays. Elle va aller dans un autre pays parce qu'elle pourra l'avoir à moins cher. Donc, le répondant dit que la demande a été faite en Ontario. Ah bon, ça me surprend parce que je n'ai pas eu la même expérience. Ça me fait me demander si la demande, qu'est-ce qui était dit dans la demande exactement? Parce que d'habitude, en Ontario, on n'a pas ce problème. Oui, moi, je dirais que souvent, on peut en parler avec le docteur par lequel vous avez fait la demande. Ce que j'ai fait pour certains de mes patientes, c'est que, en plus de la demande, j'envoie une lettre et j'envoie des documents qui appuient l'utilisation du médicament pour la myasthénie. Et quelquefois, si vous envoyez cette information supplémentaire, ça peut aider. Great. Thank you so much for that. Merci beaucoup de cela. Et notre prochaine question est en français et cette personne a la myasthénie grave et elle a eu un diagnostic en janvier. Elle a commencé le traitement en janvier et elle ne se sent pas bien encore. Elle ne peut pas avoir une vie normale. Elle se demande combien de temps ça va prendre avant qu'elle commence à sentir les résultats de son traitement. Et elle a 28 ans. 33, pardon, 33 ans. Ah, OK. Ça, c'est une de nos problèmes principaux dans la myasthénie. Certains de ces traitements standards disponibles maintenant prennent jusqu'à 1 an avant de commencer à fonctionner. Vous commencez le traitement, vous devez attendre longtemps comme ça. Quelquefois, on ferait une thérapie de passerelle avec des immunoglobulines ou sous-cutanées ou intraveineuse pour faire la passerelle, faire le pont en attendant que l'immunosuppresseur fonctionne. La prednisone fonctionne d'habitude assez rapidement si on en utilise suffisamment, mais une femme de 33 ans pourrait peut-être pas vouloir être sur la prednisone, ça se peut, ça, hein? Et ça dépend de avec quoi elle a été traitée, ça dépend de la gravité de sa maladie, ça dépend comment elle répond au traitement, ça dépend des doses qui sont utilisées, des choses comme ça. Alors,
La myasthénie a tendance à être à sa gravité maximum pendant les 2 premières années. Quand on regarde nos patients, nos patientes, on regarde combien de temps que ça prend avant qu'ils arrivent à la PASIA. Ça prend 25 mois, donc 2 ans. Donc, ce qui est triste, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas amélioré par ce temps-là, c'est qu'ils s'améliorent jusqu'à un état qu'ils trouvent acceptable. C'est ça qu'ils n'ont pas eu. Et vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez besoin de thymectomie, ablation du thymus. Ensuite, vous pouvez avoir une chirurgie, et puis ensuite, alors, ce sont certaines des considérations qu'on doit faire. Et tout ce que je peux dire, bien sûr, est très général parce que ça, on ne connaît pas la personne personnellement. Moi, je vois qu'elle est sur la prénisone, isatuximab. Elle vient tout juste d'avoir une thymectomie la semaine passée. Alors, la thymectomie, ce n'est pas immédiat. L'effet de la thymectomie, c'est vraiment à long terme, ce n'est pas à court terme. Mais la plupart des patients qui ont ces traitements vont s'améliorer et vont graduellement commencer à montrer des améliorations. On espère que le but des traitements, ce sera d'avoir des traitements qui ont moins d'effets secondaires, mais qui vont fonctionner plus rapidement. Alors, en fonction de ce que vous dites, c'est encore très tôt. Elle a commencé son traitement en janvier et on est en juin, ça fait 6 mois. C'est pas atypique de ne pas avoir de résultats. Non, mais vous savez, on penserait peut-être que la prénisone aurait dû produire plus d'amélioration, mais elle dit qu'elle ne peut pas vivre une vie normale. C'est ça, oui, c'est ça, elle ne peut pas vivre une vie normale. Ça, c'est ça l'enjeu dont on parlait, que même avec les traitements qu'on a maintenant, hein, il y a des patients, 30 qui ne croient pas vivre une vie normale ou une vie acceptable. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces nouveaux traitements. Oui, oui, on en a vraiment besoin. Alors, elle dit qu'elle a été sur la prénisone et isotiapine, pardon, l'isotiapine. Merci de m'aider à prononcer ce mot. Elle a eu une thymectomie la semaine passée seulement. Oui, oui. So yeah, I would say still Alors early. oui, je dirais que c'est encore tôt et on va s'attendre que graduellement, elle va s'améliorer. Super. We've had Vous savez, some inquiries over the last. on a eu certaines demandes au cours des dernières semaines de la part de personnes qui ont la myasthénie grave et qui ont de la difficulté à trouver des neurologues qui peuvent les soutenir, les accompagner. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur la façon de naviguer dans ce défi? Ils ont un neurologue qui ne sait pas trop comment les référer et leur donner un plan. Vous savez, on voit beaucoup de patients avec myasthénie grave et on serait heureux d'accepter toute référence que les neurologues voudraient bien nous donner. Peut-être que le neurologue est hésitant à cause du médecin de famille parce qu'on suit beaucoup de patients dans notre centre qui ont la myasthénie grave. Parce que il y a une nécessité d'une surveillance étroite et d'un suivi étroit et de modifications aux besoins, accès à certains de nouveaux essais cliniques aussi, parce que quelquefois, comme vous l'avez vu, il y a des études d'extension, de prolongation qui vous permettent d'avoir accès à de nouveaux traitements, même après que l'étude est terminée. Alors, je pense qu'il y a des centres qui ont plus d'expertise du côté de la myasthénie et peut-être qu'il faudrait aller à l'un d'entre eux. Je veux dire, c'est juste une approche rationnelle. La plupart des neurologues sont contents. Dans la plupart des neurologues communautaires seront heureux de partager le fardeau. Comme je vous dis, ça dépend de la province. Mais la plupart des neurologues, la plupart des provinces vont avoir certains neurologues qui ont un intérêt spécial pour la myasthénie. Il s'agit de trouver ce neurologue. C'est un peu vague ce que je dis là, mais au Québec, je sais qu'il y a des groupes neuromusculaires qui s'occupent de la myasthénie, en Colombie-Britannique aussi. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi spécialisés dans les régions rurales, c'est peut-être plus difficile. Ça devient un enjeu souvent, mais dans les gros centres urbains, la plupart du temps, on va avoir un groupe neuromusculaire ou quelqu'un qui a un intérêt plus particulier envers la myasthénie. Très bien.
Eh bien, nous sommes rendus à 5 heures, tout le monde, et je voulais remercier nos panélistes d'avoir partagé leur expertise avec nous aujourd'hui. C'est vraiment emballant d'entendre parler des nouveaux traitements, de tous les traitements et de votre intérêt par rapport aux préférences des patients envers les traitements. Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette excellente information. Et pour ceux parmi vous qui n'ont peut-être pas eu la chance de poser une question, vous pouvez nous contacter à l'adresse research@muscle.ca si vous avez des questions. Encore une fois, un merci tout spécial à notre panéliste et on apprécie beaucoup le temps que vous nous avez donné aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.